Donc je vais rentrer dans le détail, je vais aller rapidement au cœur de l'explication. Donc aujourd'hui, on a fait un scoring de votre établissement sur ce qu'on appelle la très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Il y a tout un référentiel où on mesure pour être capable de donner une cotation et vous aider à mettre en place un plan d'action. Ça, vous l'aurez dans quelques jours, j'ai envie de dire. J'aime bien commencer par ce dessin-là, parce qu'on est dans un monde qui aujourd'hui a beaucoup changé. Quand ma grand-mère est née, vous voyez, elle est née ici. Elle est née là, il y avait 2 milliards de gens. Moi, je suis né à une époque ici, on était 3, et puis paf, une courte vie, et on est 7,5, on va être 8 milliards, bientôt 9. En sachant, je ne sais pas si vous en avez la conscience, mais que par an, il y a 90 millions d'êtres humains en plus sur la planète. C'est le solde décès, naissance. Chaque année, 90 millions de plus sur la planète. En sachant donc que le changement climatique, la pollution, la déforestation, tous ces sujets-là, ce n'est pas des visions d'écolos bobos parisiens. Ce sont des notions qui sont issues de ce schéma-là, parce que ce monde-là, et le monde qui arrive, on ne peut pas continuer à consommer, surconsommer, gaspiller, l'usage unique, les déchets de toutes sortes. On ne peut pas continuer de la même façon. De ce fait, on rentre dans une dimension de ce qu'on appelle l'éco-conception des soins, où on intègre dans les soins, eh bien, on essaie de mesurer les impacts que l'on génère. Quelles sont les activités dans vos différents métiers? Quels sont les produits que je consomme? Quels sont les déchets que je génère? Quel est le temps de travail que je passe? Est-ce que je suis capable de dire j'ai une empreinte économique, environnementale et sociale de mes soins? C'est une nouvelle approche et qui est uniquement basée, et si vous retenez que ça, on a gagné, sur le bon sens. Et dans vos métiers, je suis certain que vous savez pertinemment que vous faites des choses, qu'on vous a appris à faire des choses, et au bout d'un moment, vous dites, mais ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est logique que je consomme et que je commande des médicaments pour lesquels je ne connais pas forcément l'impact environnemental, alors qu'il existe, on ne me le donne pas? Est-ce qu'il est normal qu'en dialyse, je n'ai pas le grammage de mes dialyseurs, alors que c'est un critère de choix qui est majeur? Parce que derrière, si j'ai un dialyseur qui pèse 100 et que le concurrent pèse 80, eh ben j'ai réduit de 20%. Donc, au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que tout ça, vous le savez déjà, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Mais c'est une approche différente. Alors, je vous ai fait une petite collection d'images pour penser à tout vous dire. L'éco-conception des soins, c'est d'abord de la réglementation. Je vous passe, là, vous ne le voyez pas, mais c'est un maillet, parce qu'il n'y a pas, voilà, c'est un peu clair. De la réglementation, il y en a énormément. Je peux vous dire que depuis 2009, nous, on a une personne à temps plein, peut-être même 2, sur la veille juridique. C'est fou ce qui sort dans notre pays, en texte français, en plan et en texte européen, sur tout ce qui touche la décarbonation du secteur de la santé, la réduction des pollutions. Vous avez peut-être entendu parler de la loi AGEC sur l'économie circulaire. Les labos, je peux vous dire qu'ils sont vent debout contre cette loi, parce que l'économie circulaire, c'est le principe pollueur-payeur. Ça veut dire qu'un labo aujourd'hui qui fabrique des dispositifs médicaux, des médicaments, des prothèses, il va devoir demain mettre en place des filières et des éco-organismes pour récupérer ces produits en fin de vie. Ils sont fous furieux. Vous avez également tout ce qui touche la dispensation de médicaments à l'unité en pharmacie en France, en officine. C'est dans la loi. Personne n'en a trop entendu parler. Il y a un article qui dit qu'à partir de 2021, on va pouvoir vendre des médicaments à l'unité dans les pharmacies françaises. Donc réglementation, je ne vous fais pas un long cours là-dessus, il faudrait la journée. Mais sachez qu'il y a énormément de textes et de plans. Ça fait partie, le plan santé-environnement, des plans sur le sujet. Réglementation, très foisonnant. Une des clés qui ne va pas vous concerner en tant que médecin, mais je vais essayer de vous faire toucher du doigt là où vous pouvez agir. C'est ce qu'on appelle le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. C'est l'empreinte carbone. Vous en avez entendu parler, j'en suis persuadé. Quelle est l'empreinte carbone de mon hôpital, de mon hôtel, de mon camping, peu importe l'activité. Aujourd'hui, on sait le calculer et vous le calculez. Tous les ans, vous êtes dans un établissement qui va au-delà de la réglementation, puisque cette empreinte carbone est obligatoire tous les 4 ans. Vous êtes dans un hôpital qui mesure tous les ans son empreinte carbone. Comment un médecin peut s'engager là-dedans? Parce que c'est ça le but. Comment, moi, en tant que médecin, en tant que pharmacien, en tant que néphro, comment je m'engage là-dedans? Parce que ce n'est pas votre métier, on ne vous a pas formé là-dessus. Pour essayer de vous faire passer un message, peu importe ce qu'il y a écrit, on s'en fout. C'est pour vous donner, c'est juste vous donner un code couleur. L'obligation en France des mesures des émissions de gaz à effet de serre, obligatoire, elle est là-dessus. Ça, c'est l'énergie directe d'un hôpital. En clair, c'est l'électricité, le chauffage, la clim, les frigos. C'est la seule chose qu'on soit obligé de mesurer. Donc vous voyez que l'obligation en France, elle touche juste ça. Quelle est l'empreinte carbone d'un hôpital en réalité en 2021? Ce sont tous les achats, c'est là que je vais revenir vers vous.
ce sont toutes les immobilisations, c'est-à-dire les investissements, le bâtiment, les déchets et les déplacements. Et dans les déplacements, il y a aussi bien les collaborateurs, les poubelles, les achats, les patients. Il y a tous les déplacements pour arriver à générer votre activité. Votre rôle à vous, à mon sens, il est là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'hôpital, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales et en France. L'aviation civile, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. En clair, l'aviation civile sur laquelle on tape à longueur d'année, c'est le même impact carbone que l'hôpital. Et 50% des émissions de gaz à effet de serre de l'hôpital, c'est là-dessus. Donc en clair, le rôle des médecins dans les années à venir, notamment, c'est de travailler sur ces sujets-là, qu'on peut décliner en composition des produits, grammage des produits, emballage des produits, usage unique. Est-ce qu'il est normal? Le hook, je ressors cet exemple parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Vous connaissez le hook sur les masques d'anesthésie, ce petit anneau coloré qu'il y a sur le masque d'anesthésie, qu'on jette systématiquement, qu'on ne sait pas où le mettre. C'est ça la logique, c'est de trouver ces petites astuces, qui veut dire que chaque anesthésie en France génère un déchet de ce type-là qui ne sert absolument à rien. Personne ne sait qu'en faire. Du fait que vous ne savez pas qu'en faire, eh bien, le personnel médical le met dans les dasseries, à plus de 1 000 € la tonne. Donc travailler sur ces sujets-là, à mon sens, pour vous, c'est une clé pour demain. Exemple, est-ce que vous connaissez, je ne sais pas, le grammage de certains outils que vous utilisez? Non, ce n'est pas votre problème. Et je le comprends bien que ce n'est pas votre problème. Par contre, vous êtes dans un groupement hospitalier de territoire qui achète pour vous des dispositifs, des prothèses, des implants, des médicaments. Quel est le poids? Quel est le poids du grammage? Eh bien, si on ne sait pas ça, on va continuer à acheter des produits qui vont être très émissifs. Donc ça, il faut retenir que l'impact carbone d'un hôpital, ça n'est pas que l'énergie directe. Vous voyez, ici, on pourrait faire un effort. Oui, on peut éteindre ça. Voilà, ça et ça, ce n'est pas utile. Là, on peut économiser de l'énergie. Oui, il y a un capteur qui devrait être mis là, ce n'est pas utile. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas couper la clim, on ne va pas couper le chauffage l'hiver. Par contre, sur l'éco-conception des produits, oui. L'indice PBT, vous ne le voyez pas bien, il y a marqué PBT. Donc ça touche la pharmacie en particulier. L'indice PBT, c'est l'indice suédois qui classe les médicaments de 0 à 9 en fonction du taux de rejet des molécules médicamenteuses dans les excrétas humains. Ça, c'est une clé pour les pharmaciens et pour les hôpitaux français. Je pense que les pharmaciens français ne sont pas formés là-dessus, toujours pas aujourd'hui. Cet indice, il existe depuis 20 ans. Mais hélas, il n'est pas connu. Je pense qu'il pourrait y avoir un projet sympa à l'échelle de votre établissement, soutenu même par l'Agence régionale de santé, puisque Chloé, qui anime ici des groupes de travail dans la région avec le soutien de l'Agence régionale de santé, milite pour une réduction des résidus médicamenteux, aussi bien à l'hôpital qu'à domicile. À domicile, il faudrait parler de la chimiothérapie, on ne va pas parler de ça maintenant parce que c'est un vrai problème. Mais l'indice PBT de l'hôpital, c'est quoi? C'est prendre les 100 médicaments les plus consommés dans votre hôpital. C'est facile à trouver. Nous, on peut vous donner l'indice PBT suédois qui classe donc les molécules en fonction de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité. Chaque molécule médicamenteuse est classée de 0 à 9. En clair, je prescris que des médicaments classés 9. Je vais avoir un indice PBT maximal et donc très négatif pour l'environnement et donc la santé humaine. Si on est dans le monde merveilleux de Mickey et qu'on prescrit que des médicaments qui sont classés entre 0 et 3, je vais réduire mon impact environnemental des médicaments. C'est ça le principe. La Suède est un des seuls pays qui a travaillé là-dessus. C'est en ligne, on peut vous donner ces codifications. On peut vous les mettre par mail, même dès demain si vous les voulez. Vous pouvez avoir ce classement qui est vraiment très bien fait, qui n'est pas complètement adapté à la France parce qu'hélas, il n'y a que 1200 molécules qui sont cotées. On n'a pas vraiment le choix des molécules, quoi. À mon avis, les molécules équivalentes, elles ont toutes le même PBT, quoi. Non, pas forcément. Regardez la liste. Enfin, je vous... À molécules équivalentes sur un médicament. Parce qu'il y a des études qui ont été faites par chaque médicament. Vous savez qu'il y a des autorisations de mise sur le marché qui sont données pour les médicaments, avec des fiches de sécurité où on sait pertinemment ce qui est rejeté par l'être humain quand il y a des excrétas, ou par les animaux. Ouais, j'ai l'impression que des produits équivalents, ils ont forcément le même taux, quoi. Hélas, non. Enfin, hélas, tant mieux, non. On peut même s'amuser chez de la connexion Internet à vous montrer l'indice PBT et le classement de ces molécules, et vous verrez que non. Et c'est par spécialité médicale, et vous verrez que non. Et en effet, ça n'est pas le même impact. Donc en clair, si vous voulez vous amuser, entre guillemets, ce n'est pas très compliqué ce que je vous propose de faire. On prend les 100 médicaments, on met l'indice PBT en face, on fait un tableau en croix, vous allez atteindre un ratio moyen. Vous direz, j'utilise 100 molécules classées 8, 250 classées 9, vous allez arriver à un score moyen de 6,9. Peu importe, c'est comme le poids de départ si on se met au régime.
Mais derrière, en se réunissant entre pharmaciens, médecins, infirmières, enfin tous ceux qui travaillent sur le médicament, est-ce qu'on peut substituer une molécule par une autre? Si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais si on peut, ça a du sens. Après, il y a un deuxième impact, qui à mon avis est le plus important. C'est d'arriver à la conclusion, et c'est à celle-là qu'il faudrait arriver, à plusieurs établissements de santé. C'est de dire, si je réduis mon impact environnemental, les médicaments que je dois acheter vont coûter plus cher, ou moins cher, ou le même prix. Il y a trois options. Soit mon choix va coûter rien, ça ne change rien financièrement, donc changer. Soit ça coûte moins cher, tant mieux changer, vous allez en plus gagner de l'argent. Soit ça coûte plus cher. Et c'est là que ça serait très intéressant d'aller voir les ARS, la DGOS, le ministère, en disant voilà, nous on est capable de réduire l'impact des médicaments dans l'eau tel que vous nous le demandez, sauf que ça nécessite un budget, des aménagements, voilà ce que ça pourrait générer. Après, il y a un deuxième impact. Les industriels du médicament, vous l'imaginez, font tout ce qu'ils peuvent pour que toutes ces informations-là ne soient pas publiques, hein, vous l'imaginez. Donc ça veut dire que plus les hospitaliers, plus les médecins, plus les pharmaciens vont aborder ces sujets-là, plus on peut avoir bon espoir que demain, ça devienne un vrai critère de choix. C'est valable sur tout. Il y a 2 ans, on a lancé une campagne contre les couches Pampers, je vais les citer, parce qu'elles comprenaient du glyphosate, des dérivés de pétrole, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans? Le monde des couches a été révolutionné, c'est fini. Ils ont complètement nettoyé leur composition, la provenance des produits, il y a plus de transparence. Tout ça en 2 ans, pourquoi? Parce que les citoyens, les campagnes de dénonciation et les professionnels se sont mis à mettre des critères de choix sur des couches éco-conçues. Aujourd'hui, il y a des maternités qui ne veulent plus acheter de couches qui contiennent des traces de glyphosate ou d'autres produits pesticides. Donc, plus on va parler de ces sujets-là, plus ça fera bouger les industriels. Plus personne n'en parle parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'est pas formé, parce que tout est fait pour qu'on n'en parle pas, et bien moins ça bougera. Donc, qui de la poule et de l'œuf est avant? J'ai envie de vous dire, lancez-vous, prenez-le par un petit bout, et vous verrez que vous serez en capacité de faire des choses. Il y a des établissements à Paris avec lesquels je travaille qui ont mis l'indice PBT dans leur livret thérapeutique. Voilà, c'est un critère. Comme ça, j'ai l'info. Après, le médecin, il est grand, hein, vous prescrivez, mais vous avez l'info au moins. Donc, je pense que l'indice PBT, dans un pays qui n'a pas de station d'épuration qui traite les effluents médicamenteux, je pense que c'est un impact important. Après, on a la composition des médicaments. Est-ce qu'on prend en considération dans nos prescriptions aussi tout ce qui peut être nanoparticules ou perturbateurs endocriniens dans les médicaments, en sachant que l'industrie du médicament a fait très fort, puisqu'on ne parle pas de parabènes dans les médicaments, alors qu'on sait très bien que les parabènes sont des perturbateurs endocriniens. On a mis l'appellation entière, le para-hydroxybenzoate de méthyle, c'est du méthylparabène. Est-ce qu'on prescrit dans une maternité? Est-ce qu'on prescrit pendant la grossesse ou pendant l'allaitement des médicaments qui prennent en considération l'absence de perturbateurs endocriniens ou de nanoparticules? Ça, on voit bien que non tous les jours. Pareil pour tout ce qui touche aux cosmétiques. Alors là, les matières, c'est surtout les matières, mais pas que. J'ai fait, il y a 15 jours, un audit dans un centre de cancéro à Paris. Super établissement, très bien géré, génial, avec un scoring très intéressant d'ailleurs, puisqu'on est déjà à 70% chez eux, un peu comme chez vous. Et cet établissement me finit la visite dans les chambres VIP. Bonjour. Et dans les chambres VIP, qu'est-ce qu'on me montre en fin de journée? On me montre sur les lits une pochette avec plein de cosmétiques dedans et ils me disent c'est des super pochettes, toutes recyclées. On a fait un énorme travail pour offrir aux chambres VIP ces produits-là. Et je regarde les produits et en fait, il n'y avait que le contenant qui était recyclé puisque la boîte était en effet en carton recyclé. Mais c'est du pipeau. C'est-à-dire qu'on utilise les professionnels de santé que vous êtes, en blouse blanche et en blouse rose, pour promouvoir des produits qui sont farcis de produits suspectés de toxicité. Et dans ces trousses de toilettes, il y avait à peu près 14 perturbateurs endocriniens. Donc on est dans un centre de cancéro, on met dans une chambre VIP et on donne des pochettes qui sont remplies de produits considérés comme perturbateurs endocriniens. Donc ça va jusque-là, le fait de dire dans mon éco-conception des soins, je prends en considération les impacts que je génère, les quantités de produits, mais aussi les composants. Comme je l'évoquais tout à l'heure à la pause, il y a de plus en plus d'industriels qui ont compris en fait les enjeux. La population, les citoyens sont maintenant de plus en plus sensibles à ces notions-là quand on va faire nos courses. Donc aujourd'hui, dès qu'on voit sur un produit sans parabènes, les gens se disent « Waouh, c'est super, c'est un bon produit ». J'ai même trouvé dans des EHPAD récemment des bains moussants là, dans les poètes-poètes là, sous les douches. Il y a marqué en gros dessus « sans parabènes ». C'est une allégation. Quand nos chimistes vont lire la liste et la composition, eh bien, il n'est pas rare de voir qu'il y a 3 parabènes à l'intérieur du produit. Donc on est sur des allégations des fournisseurs et des industriels dont on a l'habitude
je pourrais vous montrer des dizaines de photos d'allégations trompeuses et ou mensongères qui fait que l'acheteur, quelque part, quand il se fait piéger, il joue le jeu de l'industriel. Si j'achète un produit, un dentifrice ou un bain-douche ou quoi que ce soit parce qu'il y a marqué sans parabène, mais que ce parabène qui est un conservateur a été remplacé par du triclosan qui est pire, en fait, on fait le jeu de l'industriel. Donc, ça veut dire qu'il faut se former sur ces sujets-là. Il faut que nos acheteurs soient formés, parce que c'est simple, en fait. Mais il ne faut pas se faire piéger par ces marketing qui sont très professionnels et, j'ai envie de dire, très violents. Ça, c'est un sujet pour chez vous. Ça, c'est un sujet pour chez vous. Le formol, ça fait partie, à mon sens, des produits les plus dangereux que vous utilisez. Et étonnamment, si je me resitue dans le contexte, j'ai dirigé des établissements de santé pendant 17 ans. Et je n'ai jamais compris comment, dans la santé, et je n'étais pas issu de ce monde avant. C'est pour ça que je n'ai jamais compris, je ne comprends toujours pas comment les acteurs de santé ne sont pas plus sensibles aux risques chimiques. C'est un des endroits où le personnel de santé ne se protège pas. Je ne le comprends pas. Bon, c'est comme ça, on fait avec. Vous avez des industries ou des métiers dans lesquels on se sent beaucoup plus concerné par ces sujets-là, pas dans vos métiers. Dans cet institut de cancéro dont je parle, la cadre de soins me dit à la fin, vous savez, le formol, c'est pas dangereux, on fait tout un pataquès avec ça, mais ça n'a aucun danger. Elle me dit ça en réunion publique avec tous les collaborateurs. Je n'ai pas voulu polémiquer, ce n'était pas l'objet, mais le formol, c'est un CMR avéré de niveau 1, il n'y a pas pire que ce produit-là. On en retrouve bien sûr ici, dans tout ce qui touche l'anapate, mais on en retrouve là, partout là, dans les matériaux, enfin, pas chez vous bien sûr, mais on peut en trouver dans les matériaux de construction. Ce qui veut dire que sur un étiquetage de matériaux de rénovation ou de construction, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas ces produits. Vous voyez, ça va loin dans le détail. Il faut savoir qu'un faux plafond qui est dans une pièce dans laquelle il fait plus de 25 degrés, s'il y a des colles à l'intérieur à base d'uréformol, ça se vaporise et ça se transforme en formaldéhyde. Et dès lors qu'il fait 25 degrés, vous le mesurez dans la pièce, vous respirez du formaldéhyde. Donc à l'hôpital, il y a une source qui est identifiée sur toutes les pièces anatomiques que l'on peut réduire. Je ne dis pas supprimer, il n'y a pas de dogmatisme dans nos sujets. L'idée, c'est de réduire. Est-ce que je peux, dans un premier temps, réduire avant de dire on va supprimer, on va tout changer? Donc oui, il y a des possibilités de le faire. Quand vous dites pas chez vous, c'est que dans le cahier des charges, vous n'avez pas? Je vous dis pourquoi pas chez vous, parce que c'est un bâtiment assez récent. Ce bâtiment, je pense qu'il y a eu tout un aspect éco-conception et que les archis d'aujourd'hui qui conçoivent intègrent dans leur conception des matériaux qui ne comprennent pas de composés organiques volatiles. Donc les bâtiments qui sont construits récemment, en général, ils l'ont intégré. Les bâtiments qui ont été construits il y a 10, 15 ou 20 ans, ce n'était pas le cas. Vous travaillez de ce côté de l'hôpital? Non, mais je veux dire, on n'en a pas la preuve. C'était pas dans votre cahier des charges. Vous n'en aurez pas la preuve aujourd'hui. Le seul moyen d'en avoir la preuve, c'est de venir, on fait les mesures, on mesure le taux de formaldéhyde, le taux de composés organiques volatiles, et là, on a la preuve. Voilà. Mais pour anticiper l'avenir, chez vous, vous faites des travaux. Quel citoyen français, quel professionnel de santé a entendu cette info? C'est-à-dire que chaque matériau de construction et de rénovation, c'est obligatoire depuis 2015, merci Nathalie Kosciusko-Morizet qui a imposé ça. Chaque matériau fait l'objet d'un étiquetage et de ce qu'on appelle une FDES, que personne ne lit, fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Si vous faites des travaux chez vous, exigez cela de la part de vos fournisseurs. Celui qui vous dit « j'ai pas obligation de vous le donner », n'achetez pas. C'est systématiquement qu'il y a une saloperie dedans. Et à la lecture d'une FDES que tout le monde peut lire, vous allez à la rubrique toxicologie et on vous dit s'il y a des composés organiques volatiles qui s'en échappent ou pas. Donc ça fait partie des clés sur une rénovation, que ce soit à l'hôpital, dans n'importe quelle entreprise, de bureau ou chez vous. Mais c'est vraiment une clé pour les années à venir. Je ne vais pas refaire la réunion de tout à l'heure, mais la qualité de l'air intérieur dans le pays, c'est 19 milliards d'euros de dépenses d'assurance maladie par an. La mauvaise qualité d'air intérieur de notre pays. Si on règle le problème des composés organiques volatiles, les matériaux de construction, on le règle déjà pour moitié. Vous voyez un revêtement de sol comme ça, pas celui-là. Ça, j'ai l'impression que c'est du lino. Le lino, ça n'émet pas de composés organiques volatiles. Le PVC, oui. Si c'est du PVC, tant pis, on s'est trompé. Je ne sais pas, à vérifier. Le PVC aujourd'hui, c'est très simple. Vous savez ce que c'est, ça relargue des phtalates. Voilà. Et les phtalates, ils sont rémanents pendant 10 ans. Ça veut dire que si je me plante de choix de mon matériel aujourd'hui, je me plante pour 10 ans. Donc là, le sujet du formol, vous voyez qu'on part après dans tous les sens, mais vous pouvez le réduire chez vous. Et il y a un produit dont je suis assez fan, ce sont des petites boîtes de recueil de pièces anatomiques de petite taille, dans lequel le formol est dans le bouchon et pas dans la boîte. Vous l'ouvrez, vous n'avez pas d'exposition. C'est lorsque vous refermez, que vous appuyez, que le formol coule sur la pièce anatomique. Zéro exposition. À l'opposé de ça, je vois des établissements aujourd'hui qui font des gros pots. Ce n'est pas l'anapathe qui le fait, c'est les salariés de l'hôpital.
avec aucune mesure de précaution, pas de hotte, à rien du tout. On prend des fûts de 5 à 10 litres de formol que l'on verse sans protection, c'est l'enfer. Franchement, le formol, c'est un sujet sur lequel il faut se battre, comme on s'est battu sur d'autres produits il y a quelques années. L'éther. Combien de fois on m'a dit, mais l'éther, jamais on supprimera de l'hôpital, c'est pas possible. Donc l'éther, il y en avait dans toutes les salles de réunion pour effacer les tableaux blancs. Il y en avait partout, de l'éther, il y en avait, mais partout, partout. Et même l'odeur, on s'en était même habitué, on trouvait ça plutôt cool. L'éther, ça a disparu. Le formol, il faut le faire disparaître. Donc pour les grosses pièces anatomiques, vous avez des machines à sous-vide qui nécessitent un transport réfrigéré. Pour les petites pièces anatomiques, il y a ce que je vous évoque là. Donc c'est vraiment un chantier pour protéger vos collaborateurs et vous-même qui me paraît très important à l'échelle d'un établissement de santé. J'ai même vu il n'y a pas très longtemps sur un diag comme aujourd'hui, et le stock de formol, il est où? On est dans une maternité, on me dit il est là-bas. Ah, il est où là-bas? C'est un chariot dans le couloir de la mater, quoi. Parce qu'on ne savait plus où le mettre. Donc il n'y a pas cette conscience. C'est ça la différence. Donc l'idée, ce n'est pas de supprimer. Encore une fois, on n'est pas dans une notion de dogmatisme. Mais c'est de réduire. Et c'est comme ça que ça marche, les sujets qu'on évoque. L'éco-conception, c'est ça. Aujourd'hui, j'utilise 100 litres ou 100 kilos ou 100 kWh. Mon objectif, c'est que chaque année, j'arrive à réduire. Mais que j'assure la prestation, j'assure la qualité. Le but, ce n'est pas de couper le chauffage et de couper la clim l'été pour économiser le CO2. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, il n'est pas là. Si, comme on me l'a dit tout à l'heure, il y a un truc super chez vous que j'ai appris, je n'ai jamais vu ça en cardio, en rythmologie. Vous avez un infirmier qui dit, moi j'ai vu qu'on consommait 1400 piles jetables à usage unique par an. Quand j'ai vu ça, ça m'a paru incroyable. Je les ai supprimées, j'ai acheté à la place, j'ai fait acheter 16 piles rechargeables. Vous imaginez l'impact de ce truc-là? C'est du délire. Imaginez un service de radiologie qui passe de 1400 piles à 16 par an, et vous multipliez ça par les 80 centres de rythmologie de la région, ça fait des tonnes au final de déchets en moins. On est au cœur de l'éco-conception là. C'est-à-dire se poser ces questions-là, de trucs qui avant ne nous paraissaient pas forcément évidents, mais maintenant qu'on se pose ces questions, ça change. J'ai répété en boucle aujourd'hui les ciseaux de cordon ombilicaux jetables à usage unique en maternité, c'est un truc tout simple à changer. Il n'y a pas besoin de ça. On peut les stériliser, il n'y a pas de risque d'infection nosocomiale, on ne va pas perdre une mère et un enfant parce qu'un ciseau de cordon ombilical, on l'a utilisé et on l'a stérilisé. Il n'y a pas de risque. Mais on a pris l'habitude, on prend, on jette, on est dans cette société-là. Je ne vais pas revenir sur le schéma de tout à l'heure, mais quand on passe de 1 milliard à 8 milliards d'individus en 2 siècles, c'est rien à l'échelle de l'humanité, avec de l'usage unique de partout, ça n'a pas de sens. Regardez en alimentation, on jette tout. On jette des contenants, on jette de tout partout. Les biberons, pareil en maternité. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui de continuer à donner des biberons à usage unique à une maman quand elle vient accoucher? C'est le premier geste qu'on lui apprend dans une mater. Et je tape sur personne, je l'ai fait pendant 20 ans. Et j'étais bien content que les laboratoires de lait nous filent du pognon pour distribuer leurs produits. Mais peut-être qu'on peut le voir autrement. Peut-être qu'on pourrait imaginer donner des biberons entiers que les gens garderont chez eux, avec une boîte de lait entière, pour apprendre aux gens à faire des biberons plutôt qu'apprendre à jeter. Vous êtes au cœur de... Vous voyez, à partir du moment que vous réfléchissez comme ça, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je consomme pour un acte? Et bien derrière, on trouve des solutions. Donc le formol, ça peut faire partie des choses intéressantes. Les DEHP, vous connaissez tous, les phtalates, on peut imaginer, dans un établissement de santé, supprimer les phtalates. On a quand même des plastiques qui le sont moins. Quand on voit que les produits de recueil de produits sanguins en France sont tous à base de phtalates, ce n'est pas très cohérent. Ça va changer a priori à partir d'avril 2022. A priori, il n'y en aura plus. C'est ce que m'a répondu le CTS, l'EFS à Paris, qu'il n'y aurait plus du tout de phtalates dans les poches de recueil de produits sanguins. Mais c'est quand même un problème. J'ai un courrier de l'EFS très intéressant puisque je donne du sang et ils m'ont sollicité pour donner des plaquettes. Je leur ai dit avec grand plaisir, sauf que les plaquettes, on donne d'un côté puis c'est réinjecté de l'autre. Donc je suis prêt à donner, avec plaisir. Sauf que garantissez-moi qu'on ne me réinjecte pas des phtalates. Et ils m'ont dit on ne peut pas vous le garantir, c'est pire, puisque la dose de phtalates qu'on vous injecte va bien au-delà des normes actuelles. Ils m'ont écrit, j'ai un courrier, c'est un truc de fou. Je peux le donner. Donc on est là aussi au cœur de l'éco-conception. Est-ce qu'un donneur, un receveur, à la limite, s'il va mourir, il vaut mieux l'injecter du sang avec des phtalates, ce n'est pas le sujet. Mais est-ce qu'un donneur de sang, un donneur de plaquettes, doit accepter tous les 3 mois de prendre une dose de phtalates? Je ne suis pas sûr. Donc les 2 HP, on peut le supprimer. Cathéters ombilicaux, il y a avec phtalates et sans phtalates. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction des phtalates dans les dispositifs médicaux. Ils sont interdits dans les matériels de puériculture, pas dans les DM. Donc ça, c'est de l'ordre de la pharmacie, c'est de l'ordre des critères de choix. Mais le DEHP, on peut le trouver dans autre chose que dans les dispositifs médicaux. Revêtement de sol, rideau de douche,
faux plafond, etc. Donc c'est un problème global sur l'établissement. Là, vous ne voyez pas bien la photo, mais ce sont des cartons d'emballage. Alors là, la pharmacie, c'est votre vie, là. Ça, c'est votre vie. J'ai un petit catalogue de 200 photos comme ça. On s'est même amusé à chiffrer l'impact carbone au niveau national des emballages vides. Parce que là, on ne transporte que du vide, en fait. Là, c'est que du vide. Je ne sais pas si vous faites livrer du Lovenox. J'ai vu il n'y a pas très longtemps des cartons de Lovenox. C'est-à-dire qu'il y a deux unités. Dans un premier carton, un deuxième, que de l'air. Et on est dans un truc qui fait quasiment 1 mètre cube. Ça, on ne le voit plus. Mais ça veut dire qu'en France, là, tous les camions qu'on voit sur l'autoroute, là, tout à l'heure, on reprend la route pour Béziers, il y a plein de camions. Ça veut dire que les camions sont pleins de vide, en fait. Donc, impact carbone, pollution, enfin, voilà, je ne vais pas vous le répéter en boucle, mais ça se négocie, ça. Ça se négocie avec vos groupements hospitaliers de territoire, vos centrales d'achat, le LEM. Quand je suis au LEM et que je leur montre ça, ils m'ont dit « Oh ben non, ça c'est pas nous ». Je dis « C'est pas nous ». Bien sûr que c'est vous. Ils ont même pas... Le LEM, c'est le syndicat des labos pharmaceutiques. C'est l'équivalent de la FHF pour les hôpitaux publics, voilà, c'est le syndicat professionnel. Donc ça, ce que vous vivez dans les pharmacies, c'est terrible. Parce qu'on en a l'habitude. Mais il faut leur dire, il faut leur répéter en boucle. Est-ce que vous avez des eutectiques encore qui vous sont livrés pour les produits de chimio? Des eutectiques? Vous en faites quoi? Vous les jetez. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mot eutectique, ce sont les pains de glace. Vous savez, les machins bleus qu'on mettait dans la glacière pour aller au camping. Alors ça peut se revaloriser. Ça peut se donner à des associations, ça peut se donner au personnel. On peut trouver des astuces, mais voyez l'éco-conception. Est-ce que ça a du sens dans un établissement comme le vôtre de jeter 2000 eutectiques par an? Vous n'y pouvez rien. Mais est-ce qu'en amont dans la négo, je ne peux pas mettre ça dans la négo avec mon fournisseur? Qu'ils le reprennent, qu'ils le consignent, qu'ils le revendent, on s'en fout. Qu'ils livrent en camion réfrigéré, c'est peut-être pas mieux et l'impact carbone est peut-être plus important, mais est-ce qu'il est logique qu'un établissement... Il n'y en a pas tant que ça? Au laboratoire, on en a des cinquantaines. Voilà. Si vous voulez, à l'échelle d'un établissement, et puis des établissements, encore une fois, là en PACA, il y a 1000 établissements de santé. Vous voyez, des cinquantaines par semaine, fois 1000 établissements de santé, je ne vous dis pas ce que ça représente à l'échelle du pognon que ça représente, de l'impact carbone. Tout ça, c'est fabriqué en Chine. Je n'ai rien contre les Chinois, mais ce n'est pas fabriqué en France. Donc c'est fabriqué là-bas, ça arrive chez vous, ça part à la poubelle. C'est ça le schéma. Donc, une négociation régionale qui dit, nous, on veut supprimer les eutectiques, ou on veut un système de collecte et de consigne, eh ben vous changez le monde. Rien qu'avec une décision comme celle-là. Donc ça peut se faire. Ça, c'était les fameux ciseaux de cordon ombilicaux. J'aime bien les montrer en photo parce que ça, c'est la collecte d'une maternité parisienne. On a voulu le mesurer à l'année. C'est 200 kg pour une maternité de 1500 accouchements. Combien d'accouchements vous faites? 200 kilos. Combien d'accouchements vous faites ici? 3000, eh ben vous êtes grosso modo à 400 kg de... Voilà, donc ça mérite de réfléchir. Voilà. 400 kg de ça jeté, c'est-à-dire que c'est pareil. Ça, en plus, vous payez pour la destruction. Ça part en dasserie. Alors que c'est même pas riz. C'est DAS. Ça ne devrait même pas aller dans les dasseries. Donc vous voyez, si vous prenez les sujets les uns après les autres, eh bien, vous arrivez à trouver des solutions. Ça, je passe, ça va être trop long. La politique d'achat, voilà, ça, je voulais arriver à ça, parce que vous êtes médecin. Qui connaît la composition des dispositifs médicaux implantables, des prothèses et des implants? Comment? Vous la connaissez, la composition exhaustive? Vous savez ce qu'il y a dedans? Bah, on a les fiches, de toute façon, enfin, moi je ne suis pas trop sur le domaine de l'orthopédique, si vous voulez, mais on a... Pas l'ortho. Tous. Un implant de cataracte, vous savez en quoi il est fabriqué? Bah oui, on a les fiches techniques, hein. Tout est noté dans les fiches techniques. Donc on peut comparer les produits, on est censé le faire. Et est-ce que quelqu'un le fait? Le problème, c'est qu'on n'a plus la main sur les achats. Certes. Oui, mais... En des années, mais bon, après, maintenant c'est le GHT UniHA. Alors quand on est expert dans le domaine, on peut intervenir et donner un avis là-dessus. Mais on regarde de près les compositions. C'est qui prescrit? C'est l'ophtalmo? C'est l'ophtalmo qui prescrit. Qui choisit les implants ou pas du tout? Ben, il peut donner un avis si l'hôpital est expert hein, sur la thématique. Donc on essaie au maximum d'être expert, on ne peut pas être expert non plus sur tout. Non, bien sûr. Et sur les dispositifs médicaux, on essaie de l'être. Hein. C'est important. Parce que tout le monde n'a pas accès aux fiches, à la composition exhaustive. Hein.
Il y a pas mal d'établissements où on me dit, nous, on ne l'a jamais vu. Il l'a demandé, il l'a cherché. Oui, mais, et voilà. Mais il faut la demander, il faut la lire, il faut la connaître. Et savoir ce qu'on prescrit, c'est pas anodin. Oui, tout à fait. En principe, dans un appel d'offres, ça fait partie des pièces demandées. Hein. C'est la fiche technique du produit et sa composition. Et maintenant, il y a Europharma, qui est une association de pharmaciens, qui a bien structuré la fiche technique avec les éléments indispensables et la composition précise. Et les éléments style DEHP et compagnie sont mentionnés. A priori, ils le sont. Mais après, encore faut-il que quelqu'un prenne le temps de les lire. Autre sujet sur les DM, est-ce que quelqu'un a le temps de lire? Enfin, en France, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me réponde oui, et je le comprends, il n'y a pas de jugement de valeur derrière. Est-ce qu'on a le temps de lire les incompatibilités contenant contenu dans les dispositifs médicaux? Personne n'a le temps de le lire. Non, le contenant, c'est la poche, la tubulure. Qui a le temps de faire ça aujourd'hui? Vous y arrivez? Oui, ben on sait qu'il y a quand même certains produits, effectivement, que le PVC, il faut éviter d'utiliser. Les tubulures en PVC sont dégradées par les dérivés nitrés. Il y a des choses qu'on connaît dans notre formation, hein, donc on fait attention. Est-ce que c'est largement connu par les acteurs de l'hôpital? Mais ils font confiance à leur pharmacien, quand même la personne. Donc c'est le pharmacien qui gère ça, d'accord. Donc s'il y a une incompatibilité, vous l'avez identifié. Ah oui, ça fait partie de notre job, hein. C'est le rôle du pharmacien, ça. C'est pas le cas partout. Le pharmacien, c'est son métier, quoi. Enfin, c'est lui qui référence le produit avec le médecin, bien sûr, qui va choisir toutes ses compétences à lui. Mais la composition, c'est quand même... Ça, c'est rare, donc mettez-le en lumière, parce que c'est rare, on ne voit pas ça partout. Oui. La plupart du temps, on me dit, mais attends, j'ai pas le temps. On me dit, mais de toute façon, la centrale d'achat a référencé le truc, donc c'est bon. D'accord. Le médecin a prescrit, donc c'est bon. Donc le pharmacien a délivré, donc c'est bon. Sauf que voilà. Donc c'est une action tout à fait exemplaire. J'aime bien montrer cette étiquette. Ça, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les matériaux de rénovation pour votre hôpital ou pour chez vous. C'est l'étiquette qui est sur tous les produits de rénovation. Donc c'est pareil, je refais mon bloc opératoire, je refais ma chambre, je refais mon couloir. Il faut que 100% des matériaux que j'utilise soient étiquetés A+, même pas A. Le A a une tolérance de 7 fois plus de formaldéhyde que le A+. Donc même le A, on ne l'achète pas. C'est à voir. Je ne sais. Vous aviez déjà vu cette étiquette? Elle existe depuis 2015 et hélas, on n'en parle pas assez. Les vendeurs chez Casto, Leroy Merlin, tout ça, je ne l'aurais pas dit. Ah oui, c'est obligatoire. Et ce n'est pas doigt, c'est ils l'ont, tous. Le Nutri-Score est volontaire. Ça, c'est obligatoire. Mais sur l'ameublement aussi, on le retrouve de plus en plus. Mais volontaire. L'ameublement, ce n'est pas obligé. L'avantage des matériaux de construction et de rénovation, c'est que c'est obligatoire. Donc quand je construis ma maison, je rénove ma chambre à coucher ou la chambre de mon nouveau-né, eh bien, l'idée, c'est de connaître ça et de diffuser l'information largement auprès d'un public de maternité notamment. Petit focus en éco-conception des soins. Ça, c'est une photographie de ce qu'on a fait sur de la cataracte. On a pris un établissement qui fait 5000 cataractes par an et on a tout décortiqué. Quantité d'eau, quantité d'électricité, quantité de déchets, quantité de dasserie, grammes de carton, d'ordures ménagères, blablabla. Blablabla. Ça prend un temps fou. Hein. On a le rêve, depuis 3 ans, de fabriquer un logiciel permettant aux soignants de très simplement mesurer ça. La problématique, c'est de financer un tel outil, on ne sait pas le faire pour l'instant. Mais ça permet de faire quelque part l'empreinte carbone d'un acte. Je vais vous donner 2 idées qui sont sorties de cette étude-là. Une fois qu'on a sorti ça aux collaborateurs et aux chirurgiens, on s'est aperçu que pendant une opération de cataracte, c'est-à-dire sur une matinée, ils en font une vingtaine. Il y a un bac, j'ai envie de dire un bac gastro, ça c'est la cuisine. Il y a un bac rempli de produits, ouais je commence là, je jacte depuis ce matin. Il y a un bac rempli de produits chimiques pour un premier trempage à froid avant que les instruments partent à lasté. On s'est aperçu que les bacs faisaient 5 litres et que les instruments d'ophtalmo en général c'est tout fin. Donc dans un bac de 5 litres, il y avait ça en fait d'instruments au fond. Il y a une infirmière qui a dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas diviser les bacs par 2, voire par 3? On est passé à des bacs de 2 litres. Vous vous rendez compte l'impact? On réduit par 2 quasiment les produits chimiques, la quantité d'eau, le trimballage, c'est-à-dire que dans mes bacs là, et dans mes chariots que je trimballe pour les salariés, on a réduit le transport parce que transporter des produits chimiques, vous voyez le nombre d'impacts qu'il y a derrière. C'est tout simple, mais si vous faites ça à l'échelle d'un hôpital ou d'une spécialité, cette étude a fait le tour de tous les syndicats d'ophtalmo en France, elle est encore présentée dans les congrès d'ophtalmo parce qu'ils ont réussi à réduire de manière très importante leurs déchets. Autre solution qu'ils ont trouvée, les poches d'eau salée qu'on utilise pendant une opération étaient en 500 ml.
Et en fait, ces poches, ils se sont aperçus que sur 90% des actes, seuls 250 ml étaient consommés. Ils sont passés sur des poches de 250 ml, sauf pour 10% des actes où ils en ont mis 2. Vous divisez par 2 le coût, le transport, le déchet, etc. Là, comment? Que dans 10%. Alors que d'habitude, vous aviez une poche qui était à moitié pleine qui était dans les déchets. Il y a une poche pleine, en fait, qui partait dans les déchets. Ça, ce sont les impacts environnementaux qu'on mesure sur, c'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sur un geste, on mesure la consommation d'eau, la toxicité humaine, bienvenue, la toxicité sur l'environnement, les impacts sur le changement climatique, l'épuisement des ressources, donc vous voyez que ça va très très loin, et les surfaces de terre occupées par les ressources qu'on a utilisées. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est la définition de l'analyse du cycle de vie d'un produit. Voilà, celui qui fabrique ça, il a exactement le même tableau. Eh bien, on s'est amusé à traduire cela pour des soins et on l'a fait sur de la dialyse, des actes de cataracte et d'autres, j'en oublie plein. La prise de sang, très intéressant, pas loin d'ici. COCH. Ouais, à Carpentras, voilà, je crois que j'ai mis les résultats. Voilà, il y a 2 méthodes de prise de sang et on s'aperçoit que par voie directe ou par voie veineuse périphérique, eh bien, on voit qu'il y a des différences. La prise de sang sur voie veineuse périphérique a en moyenne 30% plus d'impacts environnementaux que la prise de sang par voie directe. Alors après, il n'y a pas que l'environnement dans la vie. Hein. Est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce que ça fait plus mal? Je crois que l'étude a porté à peu près sur 1000 ou 1500 patients, je ne me rappelle plus trop, mais c'était sur un panel assez important. Et on voit bien qu'il y a des impacts qui sont différents. Donc, j'ai essayé de vous présenter un peu au pas de course. L'éco-conception des soins, c'est quoi en résumé? C'est identifier les impacts qui sont générés par une méthode, une technique, un soin. Et une fois qu'on les a identifiés, ces impacts, c'est de voir comment, ensemble, avec les équipes, on peut les réduire et les minorer. Et il y a plein d'exemples actuellement, un peu partout en France, de gens qui réfléchissent. Là, celui qui m'a le plus marqué récemment, je ne maîtrise pas bien le sujet, peut-être que vous l'avez plus écouté que moi au bureau, c'est les pansements transparents qui permettent justement de voir la plaie à partir. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais c'est évident, on le fait depuis des années, mais ce n'est pas évident partout. Et ces pansements transparents ont prouvé qu'ils arrivaient à faire en sorte qu'on était moins invasif, moins en train de changer, de faire des soins dans tous les sens. J'ai vu aussi avec des infirmières à domicile, il y a un gâchis phénoménal à domicile, hein, de champs, dans ces sets, il y a plein de... Pardon ? De compresses, merci, je ne trouvais plus le terme. Et là, en effet, il y a aussi un travail à faire pour réduire ce différent gâchis. Et comme je l'ai cité 3 fois déjà aujourd'hui, mais je vous le redis, c'est ce qu'on revoit le plus souvent, c'est les pinces à agrafe dans les sets de Chirambu, où en permanence on a des sets où il y en a plusieurs de ces pinces à agrafe, et les infirmières de me dire, eh bien on les jette systématiquement, on ne sait pas où les mettre, on les met en dasserie alors qu'elles n'ont pas servi. Et donc des choses comme ça, je suis persuadé que dans votre hôpital, vous en avez remarqué. Si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous. Mais si c'est le cas, eh bien, je pense que vous avez intérêt à le signifier, le dire et peut-être l'évoquer. Alors sur les masques, c'est un vrai sujet, les masques hein, à usage unique, jetables, etc. À l'hôpital, je crois que vous n'avez pas trop le choix que d'utiliser de l'usage unique. Par contre, il faut réfléchir peut-être maintenant qui les fabrique, comment, où ça, à base de quelle matière. Aujourd'hui, il y a des fabricants en France de masques à usage unique, certes un peu plus chers. Eh bien, tout ça, ça se discute. Il est évident que si nous, tout seuls, on achète des masques à usage unique, on va les payer 8 centimes en France, alors qu'ils étaient à 16 centimes avant la crise. Si on les achète en Chine, on va les payer 5 centimes. Nous, à l'échelle de notre bureau, on est 20. Qu'on les paye 8 centimes ou 5 centimes, ce n'est pas un problème. Vous, à l'échelle d'un hôpital, si vous en achetez 25, 50 000 par semaine, je ne sais pas, je n'ai pas idée, ça doit faire des quantités importantes. Tout de suite, ça fait des sommes importantes. Mais là aussi, c'est de la négo avec le GHT et au niveau régional. Quand vous avez des fournisseurs français qui font ça, ça mériterait peut-être de voir avec eux. Parce que là, l'impact que vous réduisez, il est absolument énorme. Hein. Je vous le glisse parce que peut-être qu'on va avancer avec eux. J'ai eu une discussion avec eux il y a 2 jours. Il y a un fournisseur à Toulouse qui a donc ses masques à 8 centimes. On va faire en sorte qu'ils puissent faire une offre en intégrant la collecte et la revalorisation. Ce qui veut dire que ça justifierait le fait que ça soit plus cher, mais que quelque part, en vendant la matière, ils puissent arriver à trouver un espèce d'équilibre économique. Et ils me disent, oui, on est prêt à ça. C'est la réponse d'hier soir par mail. Dites-moi sur quelle quantité on pourrait travailler. Alors c'est là que je reviens vers vous, en vous disant, et ça sera un peu ma conclusion sur cette partie éco-conception des soins, c'est que si on veut faire des choses sur ces sujets-là, il faut d'abord commencer à cartographier, peser, mesurer pour connaître le gisement. Si on ne connaît pas ça,
Je vous le répète en boucle pour ceux avec qui je suis depuis ce matin, mais si on ne connaît pas le gisement ou le besoin et si on ne l'a pas quantifié, c'est difficile d'avancer. En revanche, si on l'a quantifié, eh bien, tout devient possible. Donc vous avez un rôle des médecins qui est majeur sur ces sujets-là, vraiment. Et je sens bien la tendance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos sociétés savantes, vos syndicats sont en train de s'approprier ces sujets-là. Donc ne lâchez pas l'affaire. Et puis si vous avez des envies, des idées, des questionnements, on est à votre disposition pour essayer de vous éclairer sur toutes ces dimensions. En tout cas, merci de votre attention, de votre engagement. Et puis ne lâchez pas l'affaire, même si on sait que ce n'est pas évident. Il y a de belles innovations qui arrivent devant nous dans les mois et années à venir sur tous ces sujets. Oui, bien sûr. Merci. Merci à vous. Merci à vous.